Ne vous retournez pas, je vous pose juste une question parce que les estimations quand même commencent à fleurir. Est-ce qu'on peut se dire que la perte pour le Parti socialiste va être autour, enfin pour la gauche, va être autour d'une centaine de villes ou est-ce que ça risque d'excéder 100 villes ? C'est très difficile à chiffrer. À première vue, avec les premières estimations, il semblerait que cette barre des 100, qui était un petit peu celle du très très mauvais résultat, je crois que si on ne l'a pas, on en sera très près. Et si on est au-delà, à l'heure actuelle, je ne peux pas vous dire que les dégâts seront limités. Il y a eu des rumeurs dans la soirée qui venaient de Suisse notamment, qui disaient que la rose allait limiter les dégâts, allait conserver quelques pétales, ou tout au moins ses épines. Je vous dirai ça dans une demi-heure, mais pour l'instant, je ne peux pas le confirmer. Merci beaucoup, Hubert. Et naturellement, Bernard Poignant est le conseiller politique de François Hollande et non pas de François Mitterrand. Mais c'est parce que ça vous rappelle 83. Oui, voilà, ça me rappelle en fait. des souvenirs. Voilà, oui. ça vous rappelle 1983. Des municipales qui avaient été catastrophiques 2 ans après. Été un désastre pour la gauche et le gouvernement de... En revanche, puisqu'on parle de ces municipales, probablement, les résultats ne pourront pas être comparés. Oui, le premier tour de 83 avait été catastrophique, mais le second tour avait marqué un véritable revirement. Pour l'instant, au vu des premiers résultats, et sous réserve d'analyse, naturellement, qu'on va faire là dans le quart d'heure qui suit, parce qu'on a préparé notre matériel et nos logiciels, il semblerait qu'on n'ait pas ce revirement qu'on a connu en 83 en direction du Parti socialiste. Là, pour l'instant, ça ne ressemble pas à ça. Merci beaucoup. Donc, première table ronde sur les leçons politiques à tirer du scrutin. Alors, nous l'avons intitulé « La gauche explosée, les droites requinquées ». Donc, nos invités vont nous dire ce qu'ils en pensent. Sylvain Crépon, bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes spécialiste de l'extrême droite et du Front National. Vous avez publié en 2012 « Enquête au cœur du nouveau Front National, son état-major, son implantation locale, ses militants, sa stratégie ». À côté de vous, journaliste à Mediapart, Mathieu Magnodex, bonsoir. Vous tirerez les leçons avec nous de ce qu'on sait pour l'instant. Un autre chercheur, Frédéric Savicki, bonsoir, vous êtes un spécialiste un spécialiste des organisations et des mobilisations politiques et du Parti socialiste. Avec Rémi Lefebvre, en 2006, vous avez publié La Société des socialistes. Et à côté de vous, journaliste politique à Mediapart, en particulier pour suivre la droite, Hélène Salvi. Frédéric Savicki, comment expliquer, mais tout simplement, non seulement la catastrophe du premier tour, on en a déjà parlé tout à l'heure, catastrophe qui a longtemps été niée par l'exécutif comme par le Parti socialiste, et puis visiblement, si les comptages d'Hubert sont les bons, là on assiste non pas à un sursaut de l'électorat socialiste qui se serait relativement mobilisé comme en 1983, justement il y a 30 ans, pour limiter les dégâts, mais plutôt une non-limitation des dégâts. Comment expliquer cette atonie entre les deux tours ? Si j'avais la réponse, je vous la donnerais bien volontiers. C'est une question difficile. Alors, d'abord, peut-être quand même si Hubert Huertas a raison, hein, il y avait eu quelques sauvetages inespérés en 83 au deuxième tour, notamment Marseille, qui avaient permis effectivement de gommer... Avec un découpage électoral à la façon de faire. De gommer un peu l'impression du premier tour. Et quand on regarde le résultat global de 83, c'était quand même 97 villes perdues de plus de 10 000 habitants, 97, et là on est probablement un peu au-dessus. Quand Hubert a parlé de Roubaix, vous avez levé les yeux au ciel. Ah bah alors oui... c'est la deuxième ville. Alors oui, Roubaix qui avait d'ailleurs été perdu en 83, après avoir été géré pendant presque 70 ans par le Parti socialiste, donc déjà à cette époque-là. Bon, à Roubaix, alors, une situation très particulière de grande division à gauche, plusieurs candidatures, une succession mal gérée, voilà. Bon, donc je pense que tout a été fait aussi pour perdre, même si personne évidemment individuellement ne l'a voulu. Donc pour revenir au point précédent, la situation est très comparable quand même à celle de 83, ne serait-ce que finalement sur le bilan des deux tours. Hein. Alors pourquoi il n'y a pas eu un sursaut? On verra quand même en détail. Il y a eu un peu plus de participation dans des villes partagées. Ce sursaut, il s'est peut-être aussi fait au profit de la droite. Bon. La différence par rapport à 83, différence structurelle, c'est qu'effectivement, l'union de la gauche n'existe plus. C'est un truc sur lesquels on pourra revenir. Donc, s'étonner effectivement qu'il n'y ait pas un report massif des candidats battus au premier tour vers le candidat socialiste resté en tête, ou les candidats socialistes, n'est pas très étonnant dans la mesure où il n'y a plus de réciprocité. Enfin, on l'a bien vu, même quand le parti, d'ailleurs, sa direction nationale essaie, comme à Grenoble, de forcer en quelque sorte ses candidats, il n'y arrive pas. Donc, a fortiori, ses électeurs, c'est très compliqué.
Donc je pense que là, je pense que le point sur lequel il y a un grand changement par rapport à 83, d'ailleurs en 83, la défaite avait été largement partagée entre le PC et le PS, et le PC d'ailleurs avait proportionnellement perdu plus. Et là, par contre, effectivement, il y a une défaite du PS. Voilà, là, voilà. Edoui. J'ai une question avant qu'on continue le tour concernant cette société des socialistes que vous avez étudiée et qui, parce que je pense que cette défaite est en effet d'abord une défaite du Parti socialiste. On le voit, les écologistes s'en sortent pas mal, surtout quand ils sont dans une alternative et dans des alliances. On peut prendre l'exemple de Nantes, où finalement, pour sauver Nantes, on fait une alliance avec les écologistes, et du coup, cet aéroport auquel tenait tant Jean-Marc Ayrault, on ne le bazardait pas quand les gens se mobilisaient contre, mais pour une alliance électorale, là, on va le bazarder. Je dis ça au passage. Donc ma question, parce que c'était stupéfiant, vous connaissez ce parti, et est-ce que c'est pas, tout bêtement, un des ultimes actes du déclin de ce parti, de son décrochage de la société et de sa transformation en parti radical, parti d'élus, etc. Cette semaine, ça nous a tous stupéfaits. Le Bureau national a duré 1h30. Vous prenez une baffe au premier tour. Normalement, vous devez prendre tout votre parti, dire « Attendez, on ne discute de rien, on ne s'occupe pas de savoir qui sera Premier ministre, on se mobilise, en avant ». Vous l'avez entendu, ce Parti socialiste, là ? Je ne l'entends pas depuis déjà au moins 2 ans, donc effectivement on ne l'a pas tous entendu. Ça fait longtemps qu'il n'est plus. Donc. Mais non, mais quand même, c'est des réflexes élémentaires. Et donc, est-ce que c'est pas tout bêtement que ce n'est plus qu'un parti d'élus et que c'est ce système qui s'effondre là ? Alors c'est un parti principalement d'élus, et effectivement, là, avec cette défaite cinglante, ce qui constitue en quelque sorte son pilier principal se trouve, sinon désagrégé, du moins fortement effectivement ébranlé, avec des effets d'ailleurs dont on peut aussi penser qu'ils peuvent être salvateurs. Vous parliez de déclin définitif ou de lente mort du Parti socialiste, mais au fond, le fait qu'on va avoir probablement dans les semaines qui viennent des élus qui vont devoir se remettre à travailler, des centaines de gens licenciés, ça va peut-être faire réfléchir. On peut aussi faire cette hypothèse sans doute effectivement, voilà, un peu retour à la réalité, obligation de se repencher quand même sur les raisons profondes de cette défaite, de ne pas attendre, comme ça a été le cas en 2002, une défaite présidentielle pour devoir peut-être repenser, pas simplement le gouvernement et son dispositif, mais aussi la place du parti. Alors, ceci dit, là où vous avez évidemment mis le doigt sur quelque chose de très très juste, c'est que derrière cette défaite, il y a quand même une remise en cause de cette illusion partagée. Pourquoi le Premier ministre et le parti ont été pris en quelque sorte au dépourvu, un peu knock-out? Parce qu'ils étaient persuadés au fond que leur base électorale tenue par les élus, gestionnaires réputés, allait protéger en quelque sorte le parti. Ça n'a pas été le cas, mais pas uniquement à cause du raz-de-marée national selon moi, aussi à cause du discours complètement dépolitisé que les équipes municipales socialistes en place maintenant depuis très longtemps entretiennent. C'est-à-dire que ce qu'on constate au niveau national, absence de lisibilité de la frontière droite-gauche, qui permet au Front National de prospérer sur la dénonciation de l'UMPS, on le retrouve fortement sur le plan local. Et je pense que, évidemment, lorsque le PS est dans l'opposition, il peut profiter en quelque sorte mécaniquement de cette victoire, mais quand il est face en quelque sorte à lui-même, ses élus, leur discours technicien, leur discours de développement local, eh bien, il ne suffit plus effectivement à faire barrage parce que les électeurs pensent que finalement, un maire de droite ou un maire de gauche, ça ne changera pas fondamentalement la donne. Donc effectivement, c'est une double, pourrait dire, injonction aujourd'hui qui est lancée au PS. Non seulement repenser sa politique gouvernementale, l'orientation de sa politique gouvernementale, mais fondamentalement ses structures et la place que les élus locaux et ces gestions locales ont dans ce parti. Mais Frédéric Savicki, avant de laisser la parole à Mathieu Madenex, est-ce que c'est aussi le comble de l'absurde atteint par un parti de gouvernement? C'est-à-dire que là, on a bien vu entre les deux tours, on entend toujours les mêmes. Soit c'est du off, soit c'est Madame Romagnan, Emmanuel Morel, la gauche du parti, qui disent 2-3 trucs. On veut de la justice sociale, une autre politique économique. On va quand même pas nous mettre Valls, l'ordre et la sécurité. Ils sont 2 ou 3 comme ça. Et sinon, c'est une structure strictement pyramidale, c'est-à-dire que tant demain, alors voilà, on a l'impression que tant que l'Élysée n'a pas donné un petit signe de mouvement, personne ne parle, personne ne bouge. Non, je pense qu'il y avait cette illusion dont j'ai parlé il y a un instant que
finalement, on va tenir le coup parce que nos élus sont populaires, bien implantés, qu'ils ont un bilan apparemment positif, et donc que ça passerait. Et effectivement, localement, les élus se disaient, moins on évoque et on prend de position, en quelque sorte, par rapport à la politique nationale, et mieux on s'en sortira. Bon, ben là, patatras. C'est-à-dire que là, ça n'a pas marché. Alors, j'imagine maintenant que les prochains sur la liste, c'est les conseillers régionaux, les conseillers généraux, et puis les députés. Donc, en plus, ces députés n'ont plus, comme parachute, le mandat municipal qui leur permettait, disons, d'envisager avec une relative sérénité l'arrivée de l'échéance nationale et d'une éventuelle défaite. Les prochains sur la liste, c'est les députés européens. Les prochains, c'est les députés européens. J'ai oublié cela, mais ils ne sont pas très nombreux. Ça va aller très vite. Il faut rappeler que c'est le 25 mai, ça va aller très vite. 2 mois, là. Bon, ça, c'est clair. Et puis, donc, surtout, effectivement, les conseillers généraux. Et là, je pense qu'on risque d'entendre un peu plus des voix s'élever. Alors, dans quel sens iront-elles ? Ça reste effectivement ouvert, parce qu'on a aussi des gens qui vous disent, des élus municipaux, que si le PS a perdu, c'est aussi parce qu'il faut un discours musclé, sécuritaire, un discours... Bon, et d'autres qui disent au contraire qu'il faut une orientation effectivement plus à gauche du point de vue de la politique économique et sociale. Donc là, les jeux sont ouverts. Mathieu. Ouais, il y a un petit paradoxe, c'est qu'on verra ce soir définitivement tous les résultats et on regardera ça tranquillement, mais moi j'ai regardé un petit peu, ce sera demain en ligne sur Mediapart, parmi les gens qui finalement, par exemple les élus qui s'en sortent bien au Parti Socialiste, les députés en l'occurrence qui s'en sortent bien au Parti Socialiste, ceux qui s'en sortent le mieux, c'était des députés qui se sont représentés, donc malgré la loi sur le cumul des mandats, il y en a certains qui ne se sont pas représentés, mais certains se sont représentés, et finalement, on s'aperçoit que, en gros, ceux qui sont un peu ceux qu'on ne voit jamais à l'Assemblée, c'est-à-dire qu'ils passent juste 2 jours par semaine à l'Assemblée, eux, ils s'en sortent plutôt bien. Il y a comme ça une quarantaine, une cinquantaine de députés inconnus. Par exemple, connaissez-vous Annelise Dufour-Tonini, élue à Denain, c'est quand même une grosse ville. Exemple, Dominique Baert, qui est maire de Wattrelos, dans le Nord, élu pour un 4e mandat, je crois même au premier tour. Député maire, donc. Député maire, voilà. Et ces députés maires, ils s'en sortent bien, ils sont complètement anachroniques. On a l'impression des cumulards. Et leurs collègues qui essayaient par exemple de conquérir des villes, alors eux aussi qui essayaient d'être cumulards, donc on peut dire bon ben voilà, décidément tout le monde veut être cumulard dans ce parti. Eux n'ont pas forcément réussi. Donc en fait les seuls qui s'en sortir, c'est justement ceux qui tiennent comme ça leur bastion. C'est assez. Moi je trouve que ça résume assez finalement ce qui est en train de se passer. Ce parti d'élus qui comme ça. Oui, alors c'est d'ailleurs intéressant dans le cas du maire de Wattrelos que vous citiez, il a été élu député contre le Parti Socialiste, voilà, puisqu'il n'avait pas été investi par le parti. Donc finalement, alors il faudrait vérifier effectivement si la prime, elle va simplement à la notabilité, aussi à la capacité d'avoir su montrer qu'on tenait à distance le parti. Mais enfin pour ça, on peut refermer la parenthèse. Bon, quand il y a une défaite, évidemment, toutes les villes ne seront pas tombées. Le PS va continuer à gouverner des centaines de communes demain. S'ils perdent entre 100 et 120 villes, il restera encore quelques centaines. Donc, comment expliquer que ça tient mieux à certains endroits que dans d'autres ? Bon, il y a plusieurs éléments de réponse qu'on peut faire sur certains cas. Bon, d'abord, il y a les villes qui avaient été conquises en 2008. Ric-rac, 80-85 villes de plus de 10 000 habitants. Bon. Dans lesquels les élus n'ont pas réussi à consolider effectivement leur implantation. Le cas de Reims a été évoqué, Amiens, bon voilà. En plus dans des conditions de division souvent à gauche, de contestation du maire, bon voilà. Donc premier élément. Deuxième élément, ce que vous évoquez sur les notables, c'est très compliqué parce qu'on a aussi des cas, parce que le Parti Socialiste est un parti où la moyenne des maires en place a 58 ans, dont un tiers a déjà 3 mandats derrière lui au moment de se présenter à l'élection. Donc il y a aussi un effet de sanction d'un certain nombre de cumulards. Le plus bel exemple est sans doute le cas de Michel Delbar à Dunkerque, et ça profite d'ailleurs à un candidat dissident. Donc la notabilité ne protège pas toujours. Le maire de Caen, ce soir, visiblement. Voilà. Donc, et puis, dernier cas de figure, des successions mal gérées. C'est-à-dire que là où le maire sortant essaye d'imposer quelqu'un, ou un candidat qui a été élu par le conseil municipal, comme c'est le cas à Roubaix, mais qui n'a pas été préalablement, effectivement, loin par le suffrage universel, ça provoque de la division, et cette division profite. Bon, voilà. Donc, à mon avis, les 3-4 figures, là, permettent de couvrir. Et puis, bien sûr, bon, à Wattrelos, à Denain,
à Denain, on vous dirait qu'il n'y a pas beaucoup de gens pour voter à droite, peut-être à l'extrême droite, mais on est là dans les fiefs historiques quand même du communisme et du socialisme français, comme à Waterloo. Et donc évidemment, ça, même quand le score est en reflux, ça résiste. Mais alors on a envie de vous poser la question, parce que défaite amplifiée par ce second tour, visiblement, pour ce qu'on sait pour l'instant de la gauche, mais alors quid de la droite? Parce que pour l'instant, on n'en a pas encore parlé. Est-ce qu'on peut parler d'une victoire de l'UMP, d'une victoire personnelle pour Jean-François Copé, quand même extrêmement contestée au sein de l'UMP? Est-ce qu'on peut parler d'une vague bleue, c'est-à-dire que si quand même on a un effondrement du Parti socialiste et une bouderie, une fâcherie confirmée de son électorat, est-ce qu'on peut dire, à votre avis, Sylvain Crépon, que l'électorat de droite, lui, s'est mobilisé pour ce second tour? C'est encore un peu trop tôt pour le dire, je pense, mais oui, effectivement, la droite va essayer d'annoncer ça comme une victoire et de mettre ça en avant. Maintenant, je pense qu'il y a quand même une menace qui s'avance pour la droite, qui est qu'elle n'a pas réussi à faire le plein au niveau de son électorat. Si on prend ça à l'échelle nationale, et je pense notamment au niveau de l'électorat populaire. Ça, c'est quelque chose qui peut-être qui la menace. Il y a quelque chose de très intéressant, par exemple, dans les villes où on a vu le Front National en tête, ou en tout cas faire de très bons scores, c'est des bastions, en tout cas c'est des endroits où la mobilisation avait été très importante. Et donc finalement, ça veut dire que les abstentionnistes se sont déplacés pour aller voter et que les abstentionnistes ont voté manifestement pour le Front National. Et ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant qu'on est en train de constater, c'est-à-dire qu'il y a toute une partie de l'électorat populaire et notamment de l'électorat ouvrier de droite, parce que ça on oublie souvent, mais il y a un électorat depuis très longtemps, un électorat ouvrier, un tiers, voilà, un gros tiers, qui a toujours voté à droite, qui a toujours voté à droite et qui a permis notamment par exemple l'élection de Nicolas Sarkozy en 2007 et qui là, sensiblement, il semblerait que cet électorat est en train de basculer vers le Front National. Donc en fait, contrairement à une idée reçue, il bascule très peu vers la gauche. Il y a des cas, c'est vrai, mais ça reste encore marginal. Mais en tout cas, il bascule vers l'extrême droite. Alors là, ça se situe à l'échelle de quelques municipalités. On ne peut pas encore dire que ça va être... On ne peut pas encore en tirer des conclusions à l'échelle nationale. Bon, moi, je n'ai pas encore de données suffisamment claires pour dire ce qu'il en est de l'électorat de droite. Mais en tout cas, je dirais que... L'UMP n'a pas fait le plein. L'UMP, je ne suis pas sûr. Est-ce que vous accepteriez cette formule de dire que, ce qui est un peu mon sentiment, mais je suis moins spécialiste que vous, que c'est une victoire en trompe-l'œil pour l'UMP? Peut-être. Peut-être. Je reste très prudent, vous voyez. Parce que les tendances profondes de l'alchimie qui fait que c'est cette droite qui va se proclamer vainqueur ce soir ne sont pas des tendances profondes pour consolider cette UMP. Alors, si on regarde à l'échelle, encore une fois, de quelques municipalités, c'est vrai que déjà, on a vu beaucoup de divisions à droite, et puis on a vu beaucoup, notamment, de triangulaires, avec très souvent le Front National en embuscade qui vient grignoter l'électorat de la droite. Donc ça, encore une fois, la stratégie de ce qu'on a appelé la stratégie de droitisation de l'UMP, telle que l'envisage Jean-François Copé ou Patrick Buisson, à mon avis, on se rend compte qu'elle commence à avoir un peu de plomb dans l'aile. Et il y a peut-être aussi, on parlait tout à l'heure d'une nécessaire remise en question stratégique de la part de la gauche au lendemain de l'élection. C'est peut-être aussi la question qui va se poser à la droite. Alors, Hélène Salvi a donné la parole à... Alors, même analyse, est-ce que la fête est un peu gâchée pour l'UMP à cause de ce que nous disait Sylvain Crépon, c'est-à-dire une sorte de fixation d'une partie de son électorat sur le Front National, ce qui évidemment, en termes de volume, oui, Edoui. Ce que je précisais pour ceux qui nous écoutent, c'est qu'Hélène, juste il y a 2 jours, a publié une interview d'un député de l'UMP, un peu à part, qui s'appelle Bruno Le Maire, et qui était... comme copier-coller, comme il pourrait y avoir, et peut-être que Mathieu va nous dire ce qui va se passer chez les députés de gauche, qui était un appel à bousculer, disant que notre démocratie est fatiguée, alors, Hélène, à bout de souffle. Les forces en présence au sein de l'UMP. En fait, à l'UMP, il va évidemment se poser plein de questions comme à gauche, parce qu'il y a de fortes chances que Jean-François Copé et tous ses soutiens triomphe, voilà, et tire énormément profit de ce succès au municipal, qui est un vrai succès. Enfin, il ne faut pas non plus le nier. Maintenant,
à droite, il y a aussi des voix qui mettent en garde leur famille politique en disant attention, est-ce que c'est pas surtout un recul du PS et non pas une envie de l'UMP. C'est le cas de Jean-Pierre Raffarin, c'est le cas de François Fillon, c'est le cas de beaucoup de ténors de la droite. Et c'est le cas surtout d'une nouvelle génération qui est incarnée par Bruno Le Maire, mais qui est incarnée par d'autres personnes, Laurent Wauquiez, même Nathalie Comorizet à Paris, Valérie Pécresse, qui, eux, misent sur cette volonté de nouvelle génération et finalement, peut-être sur une rupture avec la droite historique, incarnée par Copé, évidemment, mais aussi par Nicolas Sarkozy, qui, rappelons-le, a quand même perdu toutes les élections locales entre 2004 et 2012, pendant la période où il tenait la droite. Et celle-là, il a gagné. Alors, j'ai envie de vous poser la question, même si je ne suis pas sûr que ça soit comparable. On a quand même l'impression, Hélène et Sylvain Crépon, que pour l'UMP, la stratégie du Nini et du Front National de bordurer le Front National au second tour, eh bien, ça s'est plutôt mieux passé que, disons, la stratégie du Front républicain pour le PS. Alors, c'est peut-être une impression fausse ou naïve de ma part, mais on a l'impression qu'ils ont eu un moins grand problème politique avec leur Nini et contenir le Front National plutôt que le Front républicain pour le Parti socialiste. Sylvain Crépon. Alors moi j'en suis tout à fait persuadé. Je suis tout à fait persuadé que le refus de cautionner le Front républicain, que tout le monde dit à gauche comme à droite que c'est devenu une véritable machine à perdre, n'a pu que, à mon avis, cautionner l'UMP, mais également peut-être lui donner une certaine forme de lisibilité, d'existence, d'identité, finalement de sauver son identité auprès de ses électeurs, et qui consiste à dire ni compromission avec l'extrême droite, ni pour autant appeler à voter pour le Parti socialiste. Alors ça peut paraître peut-être un peu paradoxal, mais c'est quelque chose qui peut-être peut redynamiser finalement la démocratie, et cette fameuse confusion entre droite et gauche, comme l'a dit Frédéric Savicki, sur lequel surfe aujourd'hui le Front National en dénonçant l'UMPS, c'est justement peut-être un moyen de casser ça, et qui est un des ressorts de casser justement cette confusion entre droite et gauche que le Front National ne cesse d'asséner, dire la droite et la gauche c'est la même chose, c'est l'UMPS. Et donc ça permet peut-être de casser cette vision et finalement de sauver son identité propre auprès de ses électeurs. Et à mon avis, c'est un ressort assez efficace. Et puis visiblement, ils ont tenu leur troupe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'alliance de second tour, ou très peu, de façon très marginale, entre des listes UMP et des listes Front National. On sait bien que c'était un poison pendant très longtemps dans les seconds tours électoraux pour la droite française. Là, tout d'un coup, on a l'impression que ce n'est pas le cas. Alors, c'est pas le cas, c'est un poison, mais je pense que l'alliance avec le Front National, je pense que sur le court terme, ça peut être efficace. Sur le moyen et long terme, je pense que lorsqu'on fait une alliance avec le Front National, on est encore marqué d'un stigmate très, très fort, très puissant, qui peut se prolonger dans le temps et qui peut éventuellement... C'est-à-dire que là, la dédiabolisation n'a pas encore opéré, n'a pas encore joué. Pas suffisamment à mon avis, et d'ailleurs y compris au niveau de l'électorat, il y a des tas d'enquêtes qui ont montré par exemple des enquêtes sorties des urnes qui montrent qu'il y a encore beaucoup d'électeurs qui rechignent à avouer leur vote pour le Front National. Lorsqu'on compare le résultat de l'enquête sortie des urnes et les résultats du bureau, on voit qu'il y a un différentiel et qui montre que, le Front National est encore diabolisé très fortement. Et Anne Salvi. Surtout sur la question du Nini, ce qui était très important à l'UMP et ce qu'ils n'ont pas réussi à faire depuis plus d'un an et demi, c'est qu'il fallait qu'ils apparaissent absolument collectifs, qu'ils la jouent collectif. C'est-à-dire que depuis la guerre Fillon-Copé, la guerre interne de novembre 2012, on est devant une UMP qui est complètement divisée, où tout le monde parle à tort et à travers. C'était le cas sur le Nini avec François Fillon en octobre 2013. Donc encore tout récemment, qui appelait aux municipales les électeurs à voter pour le candidat le moins sectaire, en cas d'espèce peut-être un candidat FN. On voit aujourd'hui au sein de l'UMP que tout le monde s'est recentré sur ce type de questions. Ils se sont dit, bon, maintenant, on est trop divisés. Ça fait 1 an et demi que tout le monde se déchire, il faut qu'on la joue collectif. Si on veut espérer avoir une vague bleue, il faut qu'on la joue collectif, et c'est ce qu'ils ont fait sur cette question du Nini. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ça rassemble tout le monde, ce qui n'était pas vraiment le cas avant. Frédéric Savicki. Mais alors, on va toujours se demander ce qui se serait passé si le score de l'UMP au premier tour n'avait pas été aussi positif. Il y a quand même... Sur la tentation du Front National. Sur la tentation du Front National. Bon, il faut quand même rappeler, alors c'est un vrai problème pour les dirigeants de l'UMP, c'est qu'il y a à peu près aujourd'hui 40% des
sympathisants de l'UMP qui se déclarent favorables à une alliance avec le Front National. Hein. C'est pas rien. Par ailleurs, notamment dans le sud de la France, beaucoup de candidats du Front National, pas toujours tête de liste, mais sur les listes, sont issus de l'UMP. Hein. On a quand même une vraie menace là pour ce qui concerne l'implantation de l'appareil et du parti. Et plus le Front National va apparaître comme un parti qui peut effectivement être un bon vecteur d'accéder à des positions électives, et plus un certain nombre de gens risquent de franchir le Rubicon. Hein. Donc, je dirais provisoirement, par chance, j'allais dire, vu l'état de la débâcle du PS, l'UMP sort victorieuse, mais c'est reculé pour mieux sauter. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passera pour les prochaines élections? Le problème reste posé, je dirais, de façon chronique. Et la stratégie, quand même... on parlera peut-être de la stratégie de Marine Le Pen, mais apparemment... Ça va venir dans un second... Vous restez là, vous restez tous les deux. La stratégie des triangulaires qui était effectivement utilisée par le Front National pour forcer la main petit à petit de l'UMP, bon là, visiblement, ça n'a pas complètement fonctionné, mais ça reste quand même une arme redoutablement efficace. Puisque vous restez là, et avant le nouveau point que va faire Hubert Huertas, comme Mathieu Magnodex suit le Parlement, de ce qui bouge depuis ce choc du premier tour, sans prétendre prédire l'avenir et faire le Geneviève Tabouis, attendez-vous à savoir comment tu vois le paysage de ce qui va se passer chez tous ces jeunes députés que l'on voit bouger, etc., qui ont été prisonniers de cette sorte de légion présidentielle depuis l'élection de 2012. Qu'est-ce qui va se passer, selon toi, au Parlement ? Il y a deux problèmes. Il y a le problème de la ligne, il y a le problème du rôle du Parlement. En fait, il y a depuis longtemps les députés qui bouent, même quand ils sont dans la ligne, parce qu'ils n'ont pas de pouvoir. Et... rien que pour ça, certains avaient prévu déjà, après les municipales, disaient « là, il faudra vraiment qu'on fasse quelque chose, parce qu'on ne sert vraiment à rien, c'est pas possible, on n'a pas été élus pour ça, il faut qu'on fasse des choses, qu'on propose des choses. » Bon. Et ceux qui sont évidemment pas dans la ligne, et ils sont nombreux, et même de plus en plus nombreux, avaient eux aussi prévu de sortir depuis longtemps, avant même, quand on parlait, avant même qu'on parle, il y a un mois, qu'on commence à dire qu'il y aurait une abstention très forte, etc. Avant même ce moment-là, moi je rencontrais des députés qui disaient « non mais là, les armes vont parler après les municipales, etc. » Un peu guerrier comme ça et tout. C'est-à-dire, genre, voilà, il faudra quand même se poser des questions. Là, de fait, cette semaine, ils n'ont rien dit. Ils étaient tous à parler en off, en triple off, sauf en quadruple Barbara off. Romagnan, Sauf Barbara Romagnan, qui est de l'aile gauche du PS, qui, elle, a été très claire. Mais tous les autres ont dit, bon là, on voit bien que c'est la catastrophe, que ça ne va pas du tout, quel que soit d'ailleurs ce qu'ils pensent, quelle que soit leur position dans le parti et leur ligne politique. Et il est évident que je pense que dès demain matin, 8h, dans les premiers invités dans les radios, dans les télés, ou même peut-être dès ce soir, hein, on va voir, il va y avoir, la poudre va parler. C'est ce qu'il disait il y a un mois, et c'est encore plus vrai, évidemment, aujourd'hui. Merci Mathieu. 20h36, interruption publicitaire pour vous dire que donc jusqu'à minuit, c'est l'offre exceptionnelle des 6 ans de Mediapart, c'est-à-dire 9 € pour 3 mois, et les 10 premiers abonnés, ils baissent la tête, recevront en cadeau ceci, le dernier livre d'Edoui Plenel, Dire non. Hubert Huertas, des résultats. Alors vous confirmez ce que je vous disais tout à l'heure, et ce qui va être la dominante de la soirée, c'est que le Front National passe une bonne soirée. Certes, il y a une déception à Forbach, puisque Forbach n'est pas prise, une déception à Perpignan aussi, mais on s'y attendait quand même un peu. En revanche, les villes Front National commencent à tomber. Au premier tour, il y avait eu Hénin-Beaumont, vous vous en souvenez. Ce soir, on a Fréjus, on a Béziers. Il est fort probable que nous ayons Hayange, et ça va faire beaucoup parler. Il y avait une quadrangulaire, et le candidat Front National qui pourrait l'emporter est un ancien cégétiste. Et Hayange, c'est tout de même un haut lieu hautement symbolique. À coup sûr, voilà un résultat qui fera parler. Front National également, Beaucaire est tombé. Front National, Villers-Cotterêts. Comme vous le voyez, la liste n'est peut-être pas close. Le Front National espérait avoir une dizaine de villes. On verra ce soir, et il n'est pas exclu que finalement ce cap puisse être atteint. Les villes basculent, celles qui ont basculé à droite, eh bien elles sont nombreuses et la liste s'allonge. Anglet, Roubaix, dont je vous parlais tout à l'heure, Quimper, Saint-Étienne, Reims, Amiens, Angers, Belfort, Metz, Bar-le-Duc, on vient de l'apprendre, dans une triangulaire. À noter d'ailleurs, elle en va un peu entrer dans l'analyse, c'est que l'une des caractéristiques, c'est que
cette année, on va dire, et en tout cas pour ce second tour de 2014 pour les municipales, les triangulaires qui avantageaient en général le Parti socialiste ne paraissent pas cette année, et ce soir avantager le PS. Et cela pour deux raisons qu'on trouve illustrées par exemple à Metz. Vous savez que Metz a basculé, c'est Marie-Jo Zimmermann, UMP, qui l'emporte et qui bat donc le sortant socialiste Dominique Gros. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ben là, il s'est passé un double mouvement. À Metz, c'est qu'une partie de l'électorat Front National s'est reportée vers Marie-Jo Zimmermann, donc dans une sorte de vote utile, bien que Françoise Groll, la candidate Front National, se soit maintenue. On a quelque chose d'ailleurs encore plus amplifié à Saint-Étienne. À Saint-Étienne, même chose, c'est-à-dire une sorte de vote utile du Front National qui s'était maintenu mais qui perd 6,5 points entre les deux tours, et l'essentiel de ces points va au candidat Gaël Perdriau qui va devenir maire de Saint-Étienne et qui bat donc le sortant Maurice Vincent qui lui perd un petit peu. Et puis il y a aussi un autre mouvement, celui-là on le trouve à Roubaix, c'est un mouvement de très mauvais report de la gauche vers le Parti socialiste. Si le report avait été parfait, par exemple pour Pierre Dubois à Roubaix, eh bien Pierre Dubois aurait atteint 47% ce soir. Eh bien, il a 32%, c'est-à-dire qu'il lui manque presque 20 points. C'est énorme. En revanche, un divers gauche qui manifestait donc une certaine insatisfaction et qui s'était présenté, eh bien lui, il augmente son score. À droite, on a le mouvement dont je vous parlais tout à l'heure, à savoir que le Front National perd un peu de points et vient enrichir le score du maire, donc de celui qui a été élu, le maire Guy Delbar, qui est élu ce soir à Avignon, où le Parti socialiste sauve les meubles et fait même mieux, puisque Avignon emporte cette ville au profit de cette triangulaire. Mais on a aussi le même mouvement. Cécile, elle, si le mouvement de report avait été parfait, c'est-à-dire si les presque 14% de front de gauche s'étaient reportés sur elle, aurait dû faire 44% ce soir, eh bien, elle fait 37%. C'est suffisant, mais c'est tout juste, parce que le Front National, comme je vous le disais tout à l'heure, élargit, parvient à rassembler. Ça ne se passait pas dans les années précédentes. Et le Front National passe de 29% à 35%. Et là, cette fois, le vote utile, eh bien, c'est que M. Chosgros, UMP, perd des points qui vont vers le Front National. On a donc un rapprochement des électorats Front National et UMP. C'est à confirmer, mais il semble bien qu'on puisse le discerner à cette heure-ci, dès ce soir. Merci beaucoup, Hubert Huertas. On vous retrouve dans 20 minutes, c'est-à-dire à 21h tapantes. Céline Braconnier, bonsoir. Vous êtes spécialiste des comportements électoraux et en particulier de l'abstention. Et c'est vrai que pendant toute la semaine, j'ai lu des interventions, des interviews de vous sur ce sujet. Vous nous avez rejoint, et aussi Marine Turki de la rédaction de Mediapart qui suit plus particulièrement le Front National. Alors c'est peut-être difficile de le dire malgré tous les résultats là qu'égrène Hubert pour l'instant, mais quand même on a envie de vous poser la question. Premier tour de ces municipales, ce soir, second tour, une abstention toujours aussi forte, à part dans quelques poches un peu chaudes et pour des raisons assez diverses. Vu ce que nous dit Hubert, on a senti une mobilisation de l'électorat de droite ou de l'électorat de gauche. Mais enfin, globalement, l'abstention reste très forte et on a quand même l'impression que c'est une abstention de gauche, une abstention de refus de la politique gouvernementale. Est-ce qu'on peut dire qui s'est abstenu majoritairement et pourquoi ? Oui, alors d'abord, vous avez raison de rappeler que c'est une abstention très, très importante. Historique, même s'il faut faire très attention aux résultats qu'on vient d'enregistrer là, ils ne sont pas définitifs. Et surtout, quand on fait la comparaison entre le deuxième tour et le premier tour, il ne faut pas oublier qu'on ne travaille pas du tout sur le même corps électoral. Il y a des 36 000 communes qui ont déjà un maire ce soir. Et parmi les communes qui ont déjà élu leur maire, il y a les communes rurales qui étaient beaucoup plus participationnistes. Du coup, il faut faire attention dans les comparaisons. On a quand même une remobilisation dans les villes. Ça voudrait dire qu'on a moins voté ce soir ? Non. On a plus voté par rapport au vote habituel dans les milieux urbains.
D'accord. Alors attention, sur fond d'abstention massive, on est d'accord, mais on a quand même une remobilisation dans les grandes villes et dans les villes où il y a des enjeux qui est masquée par cette comparaison qu'on a tendance à faire. Là, j'entendais, il y a 2 points de plus qu'au premier tour. Il faut faire très attention, on n'est pas sur le même électorat. On a un électorat plus urbain et a priori plus à gauche également. Puisque une petite majorité des villes qui ont eu un maire au premier tour sont des villes de droite. Donc il faut faire attention, il y a quand même eu un mouvement de remobilisation sur enjeu dans les villes où il y avait des triangulaires, où il y avait des enjeux politiques un peu clivants. Alors ça, c'est l'élément essentiel. Qui sont les abstentionnistes ? Vous avez raison de souligner qu'il y a un abstentionnisme politique très fort lié à la déception provoquée par le gouvernement socialiste. C'est un fait. L'ampleur de la démobilisation liée à ce facteur politique est sans doute très forte. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'il y a un facteur sociologique de l'abstention qu'on retrouve. Ce sont les mêmes villes qui, en gros, ont battu les record d'abstention au premier tour. Là, il est trop tôt pour regarder de près. Il faudrait des résultats beaucoup plus fins que ceux dont on dispose à cette heure-là. Mais il n'y a pas vraiment de raison qu'on ait une inversion de tendance. Les villes dans lesquelles on a enregistré les records d'abstention sont à la fois des villes de gauche, mais aussi des villes très populaires et des villes dans lesquelles on avait déjà très peu voté aux dernières élections municipales. Donc il y a eu une amplification de la tendance à la démobilisation. Et quand je vous dis ça, j'ai envie de replacer le taux d'abstention des municipales dans le taux d'abstention global qu'on ne cesse d'enregistrer depuis des années à l'occasion de chaque scrutin, à part pour la présidentielle. À part pour la présidentielle. Voilà. Mais ça permet aussi de relativiser le facteur politique. Je pense que le facteur politique lié à la déception engendrée par les électeurs de François Hollande au sein de la gauche existe, cet élément, mais il n'a fait que se surajouter, d'une part, à une abstention sociologique qui a affecté avant tout la jeunesse. Il y avait déjà moins d'un jeune sur 2 qui avait voté en 2008. On s'attend à ce que ce soit encore plus marqué cette fois-ci. Ce sont aussi les populations les plus affectées par la crise, qui s'étaient abstenues la dernière fois et qui, manifestement, vu la géographie de l'abstention, c'est de nouveau abstenu. Les moins diplômés, les populations les plus affectées par le chômage, qui sont des populations désenchantées, qui ne croient plus du tout en la capacité du politique à les aider. Et la petite frange qui continuait de voter, de nouveau, elle a été affectée par un désenchantement plus conjoncturel lié à l'espoir suscité par le vote Hollande en 2012. Mais j'aimerais confronter vos 2 points de vue, Frédéric Savicki, parce que à Mediapart, parfois, on préférerait avoir tort. Je veux dire par là que nous n'avons pas été surpris par le premier tour. Nous avons toujours dit que ce qui se passait là était une démobilisation par ceux qui appelleraient les électeurs à les sauver de leurs propres électeurs. Et c'est cette sanction que nous avons sous les yeux. Mais je trouve qu'il y a une piste que vous avez ouverte tout à l'heure, en montrant qu'il s'ajoutait à cela, qui est la sanction nationale, une démobilisation qui est une sanction du socialisme municipal, dont on se glorifiait depuis 1977, et qui aurait fait, et qui au fond, je vais jusqu'au bout de ma question, un peu la gestion Hollande du Parti socialiste, parce qu'il y a eu 10 ans de François Hollande au Parti socialiste, lui-même faisant cette politique en Corrèze, ami de Jacques Chirac, la droite, la gauche, mais c'est d'abord l'intérêt local. Et je voudrais souligner 2 choses sur une des surprises, qui est Marseille. Marseille, Béziers, Hénin-Beaumont, ces 3 fédérations, Bouches-du-Rhône, Hérault et Nord-Pas-de-Calais, c'est les 3 fédérations pour le Parti socialiste où il y a eu des affaires de corruption, il y en a toujours, où il y a eu des affaires de vertu et de morale publique. Or, c'était les 3 fédérations sur lesquelles François Hollande a construit son pouvoir en termes de vote au Parti socialiste. Et donc, est-ce que les électeurs ne sont pas stupides ? Parce que vous avez dit, ils sont désabusés et tout, mais l'abstention peut être un acte actif. Oui, alors, moi, je suis d'accord. L'abstention peut être un acte actif. La question, c'est de savoir dans quelle proportion on a de l'abstention active. L'abstention active, l'abstention sanction, qui renvoie à une volonté d'exprimer une forme de colère et de rejet, elle n'est pas majoritaire, j'ai envie de vous dire. Et puis, elle est difficile à mesurer. Évidemment, c'est facile pour des gens qui ne vont pas jusqu'au bureau de vote. On est d'autant plus libre de leur faire dire un peu...
n'importe quoi. Donc, effectivement, on entend beaucoup ce discours-là qui consisterait à analyser l'abstention comme une nouvelle forme de voix et comme une manière de dire quelque chose qui aurait la même valeur qu'un bulletin déposé dans une urne. Moi, je crois que c'est très dangereux parce que je pense que l'abstention, c'est beaucoup plus fort que l'expression dans une urne d'un rejet ou d'une colère. Ça montre selon vous, on surinterprète, mais vous pensez que c'est encore plus grave. C'est plus grave parce que le désenchantement qui se traduit par de la distance aux institutions, une indifférence liée au désenchantement et à la déception cumulée, ça produit une mise à l'écart, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de lien entre tout un tas de citoyens et l'institution politique. Et la vie publique. Voilà, et la vie publique. Et le rapport au vote, il traduit le rapport à d'autres institutions et l'éloignement et le scepticisme à l'égard de l'institution. Donc, ce n'est pas lui donner sa véritable force que de vouloir le transformer en voice. C'est plus grave que ça. Frédéric Savicki, sur l'hypothèse d'Edoui et l'abstention. Oui, enfin, il y a quand même un phénomène concernant les élections municipales qui est assez frappant disons, depuis les années 80. Elles étaient, les élections municipales, pratiquement aussi participationnistes que les élections majeures, nationales, jusqu'à la fin des années 70. Et d'ailleurs, on justifiait, on expliquait ça en disant l'attachement des Français au maire, à la vie locale, l'implication associative, la proximité, expliquer ça. Et puis on a assisté effectivement à une très très lente, mais régulière baisse, qui effectivement ne date pas de cette élection, qui était déjà marquée dans les années 90, qui s'est amplifiée depuis, c'est-à-dire que cette figure auquel les Français seraient tant attachés, le maire, en fait, dans les grandes villes, ne déplace que parfois moins d'un électeur sur deux. Et si on retire d'ailleurs ceux qui sont non inscrits ou mal inscrits, on parlait du cas de Roubaix, je me souviens à Lille, où j'ai longtemps vécu, le taux de participation en 2001 était à 47%. Bon, voilà. Donc, il y a quand même un phénomène là, spécifique, qu'on ne peut pas simplement, disons, expliquer par des variables proprement, on va dire, sociologiques de détachement massif d'un certain nombre de catégories par rapport, ne serait-ce que quand on compare à l'élection présidentielle, on voit qu'on arrive à des taux de participation plus élevés. Donc il y a quand même une réflexion à avoir sur qu'est-ce qui se passe localement pour que des gens ne se sentent plus concernés par les affaires locales. Alors il y a deux hypothèses. Dans les grandes villes, il y a effectivement un phénomène de forte mobilité géographique et sociale qui font que les étudiants, par exemple les jeunes ou certains travailleurs de passage ne se sentent pas du tout au fait de la vie municipale. Donc ça explique une partie sans doute importante du phénomène. Mais il y a aussi, je pense, moi, une hypothèse que je ferai volontiers, effectivement, c'est l'absence de lisibilité. Alors c'est pas du tout contradictoire avec l'hypothèse sociologique, parce que les gens qui ont une attention très oblique par rapport à la politique ne votent que quand, effectivement, il y a des enjeux forts, saillants, qui leur permettent de se dire, oui, là, effectivement, il y a une différence entre la droite et la gauche. C'est-à-dire la présidentielle, par exemple. Oui, par exemple, la présidentielle. Mais là, vous dites que c'est pas lisible. Localement, c'est pas lisible. Les élections municipales n'ont pas toujours été, ou n'ont pas vocation à être, comme certains le disent, déconnectées des enjeux qui touchent les gens. D'ailleurs, dans les petites communes, on vote beaucoup, parce que là, effectivement, se posent des questions concrètes, la question du plan d'occupation des sols, on dit PLU aujourd'hui, le détournement routier, est-ce qu'il faut un commerce en centre-ville ou plutôt des grandes surfaces. Bon, mais donc là, les gens s'impliquent. En revanche, effectivement, dans les grandes villes, on a un discours qui est... Tout le monde est pour le développement, quoi. Bon, c'est la compétition généralisée entre communes, donc il faut faire venir des entreprises, bon, c'est sans doute très très bien, mais le discours, effectivement, aujourd'hui qu'on entend, ne se distingue effectivement pas beaucoup. Alors, ajoutez à ça le fait que c'est porté souvent par des équipes municipales qui sont là depuis très longtemps, assez déconnectées quand même de ces franges de la population dont elles ne se cherchent pas toujours à se rapprocher, il faut quand même le dire. Le fait qu'il y ait une abstention à 50% dans les grandes villes n'est pas quelque chose qui fondamentalement dérange les équipes municipales en place, notamment quand elles sont de gauche, parce qu'on tient ces électeurs. Et gagner une ville avec 50% de participation, c'est beaucoup plus facile qu'avec 80%. Parce qu'il suffit que vous mobilisiez effectivement 20% de la population, c'est-à-dire les employés municipaux, les gens à qui vous avez filé des places en crèche, etc. Pardon, et c'est beaucoup mais est-ce que le contre-exemple de ça, c'est pas Marseille, où on voit justement que le
clientélisme, pardon, mais enfin, arrive là à bout de souffle et que justement cette poche d'électeurs qu'on tient, on finit par ne plus la tenir. Je ne suis pas si sûr que ça qu'il arrive tant que ça à bout de souffle. Dans le cas marseillais, il marche à droite, vous voulez dire qu'il marche à droite. Il se trouve qu'à Marseille, il y a plusieurs guichets, si vous voulez. Il y a le guichet du Conseil général, qui est tenu par le PS, le guichet de la communauté urbaine, qui est tenu par le PS, le guichet de certaines mairies d'arrondissement, qui est tenu par le PS, et puis le guichet central de la mairie et de certains quartiers. Donc, avec, effectivement, on l'a vu quand même, une grande capacité de nuisance d'un certain nombre de ces guichets. Donc je pense que là, il faudrait être très très prudent pour dire que c'est effectivement la crise, parce que si crise devait y avoir, ça aurait profité à Pape Diouf ou à des candidats alternatifs, ce qui n'est pas du tout le cas. Donc, mais ça a visiblement profité au Front National. Donc je voudrais quand même qu'on en parle avec Marine Turki et Sylvain Crépon. Marine, là, le second tour, c'est encore évidemment flou, on n'a pas tous les résultats, mais comment ça va être lu au Front National? C'est-à-dire que, disons, il y a une implantation et une vaguelette confirmée, ou en même temps, à cause d'exemples comme Perpignan, des villes qui ne sont pas tombées, il y a aussi une déception. C'est la stratégie quand même d'implantation locale, et Sylvain Crépon en parlera mieux que moi, de Marine Le Pen, qui, contrairement à son père, a voulu que la conquête du pouvoir, elle passe par les villes. C'est ce qu'elle est en train de faire. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a des progressions qui se confirment dans le sud-est, où elle est en train de prendre, pendant qu'on parle, effectivement, plusieurs villes dans le Vaucluse, dans le Var, dans le Gard. Des villes aussi à l'est, comme à Yanges, où on s'est beaucoup rendu à Mediapart, en Moselle, en Lorraine. Voilà, là aussi, des percées. Et mais puis pas Forbach, visiblement. Pas Forbach. Et pas Forbach parce qu'on voit très bien que Florian Philippot fait un score quasiment équivalent au premier tour, donc il était au maximum de ses possibilités. Plus de réserve de voix. Voilà, il n'avait plus de réserve de voix. Pourquoi? Parce que lui, il n'a pas fait une campagne comme Fabien Engelmann, qui a fait du Steve Briouat à Yanges, c'est-à-dire enfant du pays, qui se présente comme ouvrier, famille de gauche, avec un parcours militant à gauche, qui fait la sortie des usines. Quand Florian Philippot arrive, il est baladé en voiture, il a son chauffeur. C'était un candidat TGV et parachuté. La greffe ne prend pas à Forbach. Il est vu comme le numéro 3 du FN parachuté en Lorraine. Donc ça ne prend pas. Mais ce qui est important, c'est cette idée d'implantation locale de Marine Le Pen qui, ce soir, quand même fonctionne dans un certain nombre de villes. Et puis, il y a aussi, il faudra éplucher les scores dans l'Ouest, mais il y a aussi des terres de mission dans l'Ouest où on voit qu'il y a certains mouvements qui se confirment depuis les cantonales de 2011. Et il y a une idée qu'il faut aussi développer, et là aussi Sylvain Crépon pourra en parler, mais c'est ces basculements de terre de gauche, comme Hénin-Beaumont, comme plusieurs villes où ça bouge aussi dans le Pas-de-Calais. On entend que ce serait des basculements d'ouvriers de gauche vers l'extrême droite. En réalité, plusieurs chercheurs, dont Nona Mayer, dont Florian Gougou, ont montré que c'était des ouvriers de droite, c'est-à-dire des ouvriers de droite dont les parents votaient à gauche, mais eux, enfants, n'ont pas des habitudes de vote à gauche, ils ont voté à droite et aujourd'hui ils préfèrent non plus la droite modérée mais l'extrême droite. Et c'est pour ça qu'on a aujourd'hui des basculements de terres qui étaient étiquetées à gauche. Enfin, là-dessus, peut-être je vous laisse poursuivre sur ce point-là. Vous l'avez beaucoup développé à l'ORAP, votre observatoire des radicalités politiques. Oui, en contestant l'idée que le vote ouvrier était d'extrême droite. On pourrait le dire comme ça. Non, c'est vrai qu'il y a... Il était passé de la gauche à l'extrême droite. Ouais, voilà, alors c'est vrai qu'il y a malgré tout une partie des ouvriers ou des classes populaires qui votaient à gauche, qui votent à droite, mais c'est à peu près, on va dire, 1 sur 10, alors que c'est 1 sur 2 des ouvriers qui votaient à droite et qui maintenant votent pour l'extrême droite. Donc je veux dire, le différentiel est quand même nettement en faveur d'un vote de droite, d'un vote parce que la droite a elle-même levé la barrière. Oui, aussi. Je veux dire, la présidence Sarkozy n'y est sans doute pas pour rien à ce niveau-là. Mais pour revenir à la première question et sur la stratégie du Front National, moi je crois que la stratégie du Front National réussit très bien. Je pense qu'elle réussit au-delà des espérances du Front National. C'est-à-dire que, Marine l'a dit tout à l'heure, Jean-Marie Le Pen n'a jamais pris la peine de se constituer un réseau d'élus locaux. Il y avait 2 raisons. C'est que, premièrement, toute baronnie locale, il prenait ça comme une menace pour sa propre omnipotence dans le parti. Deuxièmement, un conseiller municipal, c'est quelqu'un qui vote le budget, donc qui font des compromis et qui fait des compromissions avec l'orthodoxie du parti. Donc, pour ces raisons-là, Jean-Marie Le Pen ne jouait que la carte de la présidentielle. Marine Le Pen a compris que c'était une erreur pour qui voulait accéder au pouvoir et donc c'est pour ça qu'elle a compté sur ces municipales pour justement se constituer ce réseau d'élus locaux. Maintenant,
elle voulait un succès au niveau des municipales, mais pas un succès trop fort. Et là encore, c'est en train de se vérifier. Pourquoi elle ne voulait pas un succès trop fort? Alors, elle ne voulait pas un succès trop fort parce que les cadres du Front National ont parfaitement conscience qu'ils n'ont pas de culture de gouvernement et qu'ils n'ont pas suffisamment de cadres suffisamment formés pour pouvoir gérer un trop grand nombre de villes. Moi, je sais qu'il y a un très proche de Marine Le Pen qui m'avait dit avant les municipales, si on prend 20 villes, on est mort. Bon, ce qu'il voulait dire, c'est qu'on n'en est pas loin, peut-être, ce soir. Peut-être qu'on n'en est pas loin, mais en tout cas, à mon avis, je pense qu'on sera malgré tout en dessous de 10. Mais bon, on c'est verra. plutôt la tendance, en effet. C'est plutôt une dizaine. Ouais. Mais je pense que là-dessus encore, ça se déroule parfaitement. Donc la stratégie, elle est plutôt sur les moyens et long terme, c'est-à-dire investir, par contre, massivement des conseillers municipaux, les notabiliser, les visibiliser, faire en sorte qu'ils puissent se former sur le tas et capitaliser sur cette force politique, sur les moyens et long terme, notamment on pourrait dire des sénateurs peut-être pas, mais en tout cas des députés plus tard ou éventuellement dans les 10-15 ans pour des Donc pour pour des vous, scrutins à tactique venir. réussie. Mais alors, je lisais l'interview d'un éminent politologue qui lui disait ça va être des boulets, c'est-à-dire que ça va mal se passer comme d'habitude. Ils vont se révéler de tels mauvais gestionnaires et de si mauvais maires que les maires élus ce soir Front National risquent de devenir des boulets pour Marine Le Pen et le Front National lui-même. Moi, je ne préjugerai pas autant. Je pense qu'ils vont éviter de commettre les erreurs qui avaient été celles des mairies frontistes des années 1990. Marine Le Pen a dit qu'ils allaient faire une gestion de bon père de famille, voire même une gestion pépère. Elle a étudié ce mot-là. Donc je pense qu'ils ne vont surtout pas essayer d'appliquer les thèses du Front National à l'échelle locale. Ils savent qu'ils ne peuvent pas se le permettre. De toute façon, c'est considéré comme expurger les anticonstitutionnel. bibliothèques, persécuter les associations culturelles, enfin ce qu'ils ont déjà fait. C'est ce qu'ils ont déjà fait dans les années 1990. Bon, il va y avoir quelques discussions autour des subventions aux associations, effectivement, mais je pense qu'ils vont faire le moins de vagues idéologiques possible. Et à mon avis, les relais de l'idéologie, ça va davantage être les conseillers municipaux, qui, eux, dans les villes où ils ne sont pas majoritaires, vont ramener le débat idéologique sur le devant de la scène, sur les Roms, sur les associations communautaristes, comme les appelle le Front National, sur les associations culturelles, etc., et qui, eux, vont essayer d'être les poils à gratter des maires en place, d'essayer de pointer leurs contradictions, de façon à se faire les relais des idées du Front National au niveau local. Mais je pense que les maires, ils veulent surtout se donner une légitimité de gestionnaire, et donc, à mon avis, ils vont rester très en retrait. On voit déjà qu'il y a des transferts, qu'il y a des parachutages de technocrates dans certaines mairies. Bon, je pense par exemple à Schulzer qui arrive à Hénin-Beaumont pour épauler Steve Briouat pour essayer de remettre en place les finances de la ville. Schulzer est un professeur de gestion. Donc voilà, c'est cette stratégie qui va essayer d'être mise en place. Marine Turki, un mot de conclusion. Je suis d'accord avec cette stratégie, et d'autant plus qu'on le voit, un exemple à Cavaillon dans le Vaucluse, ils ont placé comme candidat Thibault de la Tocquenay, qui était un fidèle de Bruno Gollnisch, qui n'incarne pas du tout la stratégie de dédiabolisation voulue par Marine Le Pen, justement parce qu'il ne fallait pas faire d'autres poids lourds, propulser d'autres poids lourds face à Marion Maréchal Le Pen, mais parce qu'on ne veut pas avoir trop de villes. L'autre point, c'est que ce qu'ils veulent mener aujourd'hui, c'est des municipalités plutôt à la Bompard qu'à la Vitrolles-Maigret. C'est-à-dire Bompard qui a été réélu triomphalement au premier tour à gestion Orange. d'aujourd'hui et pas gestion du début, mais c'est-à-dire un modèle moins idéologisé et plus père tranquille, on oublie certaines étiquettes. Ça n'empêche qu'il y a quand même des questions sur la culture qui se posent, puisque aujourd'hui le programme c'est la défense du patrimoine, c'est l'art contemporain, c'est la décadence. Donc là-dessus, ce sera une vraie question. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec les subventions aux associations, puisqu'ils disent que souvent ils vont l'enlever à ce qui n'est pas rentable, ce qui n'est pas grand public, ce qui est trop cosmopolite ou multiculturaliste. Alors qu'est-ce que c'est une association multiculturaliste pour le FN dans ses mairies demain? Ça, c'est une question qu'il faudra regarder de près. Nous rappelons que nous sommes ici sur un journal sans frontières. Je dis ça pour cosmopolite. Voilà. Non, j'ai à Céline Braconnier, parce que toujours essayer de pas seulement, il faut analyser, regarder, ni pleurer, ni rire, mais simplement comprendre. Mais quand même, qu'est-ce qui ferait, selon vous, qui analysez ce mystère, comme vous l'avez dit, de l'abstention, qu'est-ce qui ferait, qui changerait la donne? Qu'est-ce qui ferait que ces électeurs populaires, et pas seulement, qui se sont éloignés et qui, pour certains, ne se sont pas mobilisés pour la gauche, puisque c'était le débat entre vous, se mobilisent quand même aux élections nationales, qu'est-ce qui pourrait ou aurait pu
les mobiliser, selon vous? Je crois que justement, le fait que, ce que disait Frédéric, je suis assez d'accord, hein, une offre clivée, ça mobilise, on le voit bien. Là où il y a 4-5 points de plus de participation à ce second tour, c'est là où il y a du clivage et où ça fait sens pour les électeurs, donc on remobilise. Je rappelle qu'on s'attend à un renouvellement aussi du corps électoral d'environ 15, peut-être 20%, c'est-à-dire que ce n'est pas les mêmes qui sont venus voter qu'au premier tour. Donc on a le fait que les citoyens, même les catégories les plus sceptiques, vont quand même voter à l'occasion des présidentielles. Tout ça montre que ce qui fait l'abstention, c'est un cumul de facteurs. Et donc, par définition, pour inverser la tendance, il y a des facteurs multiples hein, qui devraient être mis en œuvre. Mais moi, je pense que, comme il y a une forte proportion de l'abstention qui est liée aux difficultés de la vie, au cumul des difficultés, eh bien, la première chose qui pourrait produire des effets de remobilisation, c'est évidemment l'inversion nette de la courbe du chômage. C'est que la capacité que ça redonnerait aux jeunes de se projeter dans un avenir, ce qu'ils ne peuvent plus du tout faire aujourd'hui dans un quartier populaire. Donc, aller demander aux gens de voter, c'est leur demander d'intervenir sur le futur. Quand votre futur, vous ne le voyez pas, vous ne l'imaginez pas, c'est tout à fait logique que vous ne vous rendiez pas aux urnes. Donc, il y a ces facteurs-là, bien entendu. Ce sont des politiques publiques, des politiques sociales, des politiques économiques qui pourraient reproduire de la mobilisation. Après, il y a d'autres facteurs. Il y a des facteurs d'offres liés à l'offre. Il est évident, vous évoquiez tout à l'heure les affaires, il est évident que le désenchantement, il est aussi périodiquement réactivé par des affaires de corruption, le doute sur l'intérêt que portent les élus à ceux qu'ils représentent, la distance qui les sépare, le manque de représentativité, tout cela, on le retrouve et c'est évident que ça se cumule au désenchantement lié aux difficultés. C'est-à-dire qu'il y a eu la gauche et la droite, ça n'a rien changé, et en plus, regardez ce qu'on les voit faire, voilà. Donc ça se cumule. Donc l'exemplarité politique, c'est évident que ça peut être un facteur de remobilisateur et ça peut l'être localement aussi sur une élection comme ça. Et puis après, il y a toutes les techniques qu'on peut mettre en œuvre qui ne peuvent pas modifier fondamentalement le rapport aux politiques comme ça du jour au lendemain, mais qui peuvent stimuler la participation. Alors on a vu la mode hein, du porte-à-porte importé des États-Unis, qui ont fait un retour d'une vieille technique, mais enfin mise en œuvre là à plus grande échelle que ce qu'on a connu habituellement dans notre pays. On ne reproduira pas un rapport enchanté en politique juste en allant toquer et en parlant aux gens 5 minutes. Mais dans un cadre très localisé où ce sont quelques centaines de voix qui peuvent faire la différence, ça peut changer un rapport de force politique. Ça peut rappeler tout simplement qu'il y a une élection. Une municipale, ça peut paraître fou quand on est politisé, mais il y a beaucoup de citoyens qui, la veille du scrutin, ne savent pas hein, qu'il y a un vote. On en croise dans les quartiers populaires. Donc le fait d'avoir un militant qui vous le rappelle, tout simplement, hein, ça peut, si on est bien inscrit, hein, c'est-à-dire si on peut voter juste à côté de chez soi, ça peut remobiliser, mais très ponctuellement. Enfin, des mesures techniques très faciles à prendre qui pourraient augmenter la participation mécaniquement, la réforme de l'inscription sur la liste électorale. Frédéric évoquait tout à l'heure les étudiants. Nous, on a une jeunesse qui vote peu. Il y a les jeunes très défavorisés au chômage, bien sûr, qui votent très peu. Mais il y a aussi nos étudiants. Et pourquoi ? Parce que nos étudiants, pour la plupart, ils sont inscrits chez leurs parents, ils ont bénéficié de l'inscription d'office et ils font leurs études ailleurs. Donc pour une présidentielle, ils font le déplacement. Pour une municipale, pour une régionale, ils ne votent pas. Donc il suffirait de faire comme beaucoup de démocratie moderne, de réfléchir à des modalités d'inscription automatique et on supprimerait un obstacle technique, matériel à la participation de certaines catégories de citoyens. Donc c'est un ensemble de facteurs qui peut contribuer à remobiliser vers les urnes. Merci. Nos trois amis chercheurs, de toute façon, restent avec nous. C'est Stéphane Aliès, pas encore, Marine, tu as le temps, qui va remplacer Marine Turki. On va parler avec lui non seulement du Parti Socialiste, mais aussi des autres partis de gauche, d'Europe Écologie Les Verts, du Front de Gauche. Il est 21h05, donc vous avez encore jusqu'à minuit pour profiter de l'offre des 6 ans de Mediapart. 3 mois, 9 €, et on rejoint pile à l'heure. C'est plus facile quand il n'y a pas de politique, hein, Edoui. On tient mieux la pendule. Hubert Huertas pour une pléiade de résultats. Voilà, les résultats qui commencent vraiment à beaucoup tomber. Alors, côté Front National, c'est des résultats qui vont être plutôt décevants par rapport à la tonalité de la soirée, puisque Gilbert Collard ne sera pas élu à Saint-Gilles. Il a été battu. C'est d'ailleurs pas tout à fait étonnant, hein, vu les reports et ce qu'on pouvait imaginer. On a beaucoup parlé d'une victoire d'avance, mais là, elle n'était pas acquise. Et ce soir, il n'y aura pas de victoire à Saint-Gilles. À Carpentras, autre déception, puisque le maire socialiste Francis Adolphe
à sauver les meubles, si j'ose dire. Il avait fait un assez bon premier tour et il a assez bien rassemblé. Il a battu le Front National Hervé de Lépinot. Je rappelle que Carpentras, c'est la ville où Marion Le Pen a été élue députée. Du côté socialiste, d'abord, je dois donner un rectificatif important puisque la ville de Metz reste à gauche. La ville de Metz n'a pas basculé, comme je le disais tout à l'heure, sur la foi d'estimation erronée. Dominique Gros est bel et bien réélu. Côté socialiste, eh bien, on va se satisfaire aussi d'une nouvelle importante, qui est que Roland Ries sauve son siège de maire à Strasbourg. À Paris, il semblerait que Anne Hidalgo ait beaucoup d'avance, en tout cas selon les premières estimations, mais méfions-nous des estimations. Martine Aubry a également annoncé sa victoire. En revanche, une nouvelle qui va faire grimacer le Parti socialiste, puisque à Grenoble, c'est l'écologiste Éric Piolle, Europe Écologie, et qui était associé au Front de gauche et qui a battu le socialiste officiel et qui est donc élu à Grenoble. Il s'agit donc là d'une défaite pour l'appareil du Parti socialiste, puisque le candidat officiel a été battu, je le rappelle, par cette alliance vert et rouge, disons. En ce qui concerne les résultats qui continuent à tomber, Ajaccio est tombé à droite, Bourges est tombé à droite, Valence est tombé à droite, Tourcoing est tombé à droite. C'est Gérard Darmanin, UMP, qui a emporté donc la ville de Tourcoing. Et puis la nouvelle qui vient de tomber, qui est encore conditionnelle, mais quasiment pas, c'est presque officiel, c'est que Toulouse basculerait à droite. Ça, c'est une information très importante. Toulouse, il semblait pourtant que la gauche pouvait, si les reports étaient bons, la gauche était extrêmement émiettée au premier tour, si les reports étaient bons, étaient simplement corrects, Toulouse aurait pu rester à gauche. Eh bien, il semble, encore une fois, comme on le disait tout à l'heure, et très tôt dans la soirée, il semble que l'une des caractéristiques de cette soirée, c'est que les reports se font mal de la gauche, appelons-la comme ça, vers le Parti socialiste. Voilà ce qu'on peut dire sur les résultats, et naturellement, on va suivre ça maintenant avec les grandes villes, notamment avec Paris. Mais je rappelle les nouvelles sur les grandes villes, les nouvelles importantes, c'est que Strasbourg resterait à gauche. En revanche, que Toulouse, c'est quasiment fait, va basculer à droite. Merci beaucoup Hubert. On se retrouve dans 20 minutes pour de nouveaux résultats. Alors commençons par un des grands événements de la soirée, Stéphane Aliès. Vous qui suivez la gauche de la gauche et aussi Europe Écologie Les Verts, Grenoble donc deviendrait la plus grande ville en France dirigée par une candidate verte. Oui, c'est un peu un événement puisque c'est jamais, jusque-là les écolos faisaient des gros scores à Grenoble et restaient plafonnés à 15-20. Là, ils ont réussi, en élargissant encore leur audience, à passer devant au premier tour et malgré un comportement très dur des socialistes locaux il y a eu des SMS qui ont tourné 3 jours avant le premier tour, avant le deuxième tour, disant que le candidat écolo était pour l'interdiction du halal, qui ont tourné dans les quartiers populaires de Grenoble. Il a été obligé d'aller faire la tournée des imams pour leur dire mais non, pas du tout. Certains chez moi n'aiment pas la viande, mais je suis pour le halal. Christiane Taubira a été interdite par les socialistes locaux de venir soutenir Éric Piolle directement à Grenoble. Donc ça a été quand même très tendu. Tout l'appareil socialiste local, même aussi au niveau national, l'investiture a été retirée, ce qui est quand même à souligner. Mais toute la fédération iséroise s'est mobilisée comme jamais pour garder Grenoble, parce que Grenoble, ça a quelque chose de symbolique au niveau de l'histoire de la gauche. Et ça, justement, je voulais demander un petit peu à Frédéric Savicki comment il voyait, lui, ce basculement ô combien symbolique de la ville d'Hubert-du-Bebou dans les mains des écologistes. Précisons, dans les mains des écologistes alliés à l'opposition de gauche au Parti socialiste. Parce qu'il faut... C'était pas que l'opposition, il y avait le Parti de gauche, il y avait plein de collectifs citoyens. Oui, mais c'est cette gauche critique qui ne vote pas automatiquement socialiste désormais. Absolument. Je dis ça juste pour... Et on verra tout à l'heure ce que ça a donné à Montreuil d'ailleurs. Mais Frédéric Savicki. Oui,
Effectivement, c'est assez c'est une surprise ironique parce que bon, personne ne se souvient, ou en tout cas pas les moins de 50 ans en tout cas, que Grenoble avait déjà par le passé constitué une surprise. C'était et Hubert de Bedou, l'élection municipale de 71, si Parti socialiste unifié. Oui, qui avait été élu en fait par une coalition qui regroupait les fameux GAM, c'était des groupements d'action municipaux. Alors des GAM, c'est des associations qui s'étaient constituées dans quelques villes de France, à Valence également, et puis à Grenoble, c'était un peu le cœur de l'implantation de ce parti, enfin de ce groupement associatif, allié effectivement à des gens qui étaient dans la mouvance chrétienne de gauche, post-68 art, voilà, exactement. Donc il y a quand même entreprise catholique il y a quand même une filiation là qui se retrouve effectivement dans le parcours des gens. Donc il y a toujours eu effectivement à Grenoble une tradition un peu de gauche alternative, ouverte précocement aux enjeux liés à l'environnement. Alors bon, lié aussi à l'immigration, lié à l'urbanisme intelligent. Bon, c'est pas pour rien que Grenoble a été la première ville de France aussi à avoir recours au tramway, alors qu'on avait abandonné le tramway, c'était au début des années 80. Et puis du Bedou a été battu par Carignan, on se souvient, le RPR en 83, si j'ai bonne mémoire, la surprise générale. Et puis alors, effectivement, ce qui est intéressant, c'est que, alors évidemment, lorsque Grenoble est repassé à gauche, on a ressorti les mannes du Bedou, qui était décédé depuis, en s'inscrivant dans cette filiation, mais avec quand même quelque chose qui a pas mal changé par rapport à la période du Bedou, c'est qu'on était aussi à Grenoble dans un discours très, très managérial et moderniste, mais au sens d'une connexion avec le monde des entreprises, de la recherche finalisée, poussée très, très loin. Que vous voyez d'ailleurs dans le choix de votre ministre, la ministre des Absolument, dont Madame Fioraso est parfaitement effectivement représentative, dont Michel Destot lui-même était représentatif, il était ingénieur au CEA. Une vie technophile. Un technophile, mais alors qui sont allés très très loin effectivement, ce qui a provoqué d'ailleurs beaucoup de réactions d'associations locales, notamment par rapport aux enjeux sociétaux liés notamment aux nanotechnologies, à une réflexion critique sur la science, et puis effectivement une dérive de grands projets, comme on a vu dans beaucoup de villes de France. Alors, le point de cristallisation ayant été la fameuse affaire du stade, du parc Mistral. On a installé un stade de foot dans un des rares terrains boisés de la ville, qui avait suscité une grande mobilisation. Alors, c'était avant l'élection municipale de 2008. Malgré ça, les écolos en avaient profité, mais n'avaient pas pu déstabiliser. Puis là, effectivement, Destot ne se représentant pas, la porte étant effectivement ouverte, en quelque sorte, à un nouveau maire, eh bien, les écolos, alliés intelligemment, ont profité de cette... Stéphane, est-ce que ça devient un emblème? Parce qu'on a entendu aussi toute la semaine, pardon de parler d'un éventuel remaniement, mais quand même, il y a un jeu politique, là. Cécile Duflot a fait savoir, a dit qu'il n'était pas question pour elle de participer à un gouvernement Valls. Là, tout d'un coup, Europe Écologie Les Verts, allié au Front de Gauche, gagne Grenoble et donc peut en faire une vitrine d'un certain écologisme municipal. Est-ce que tout ça joue aussi dans le rapport de force? Ça pourrait l'être si tout le monde était d'accord pour adopter cette définition. Déjà, particularité aussi à Grenoble, c'est que les socialistes étaient soutenus par les communistes dès le premier tour, première chose. Le Front de Gauche était divisé. Le Front de Gauche était divisé. Le parti de gauche avait suivi Europe Écologie et Éric Piolle, mais les communistes, y compris Pierre Laurent, avaient qualifié le choix du parti de gauche de grave erreur, avaient suivi ces socialismes-là, qui est un socialisme effectivement très proche de Dominique Strauss-Kahn, dans la continuité du Michel Rocard, pas du PSU, du Michel Rocard plutôt deuxième gauche, très libéral. Donc victoire pour le parti de gauche et donc défaite de Pierre Laurent. C'est un bastion écologiste de longue date. Grenoble. Donc, ils avaient choisi le bon candidat. Par contre, pour Jean-Luc Mélenchon, effectivement, il disait avant, conscient de la faible dynamique de son parti de gauche empêtré dans les difficultés stratégiques d'autonomie ou pas avec le PS, il avait fait de Grenoble en disant si, c'est moyen comme c'est plutôt le cas aujourd'hui au municipal pour parti gauche, mais si on arrive à gagner Grenoble, là, ça ouvre une perspective. Ça veut dire, par exemple, très concrètement, d'ailleurs, au passage, puisqu'on parlait de remaniement, Jérôme Safar, le candidat socialiste, a été soutenu abondamment par Manuel Valls, dont il se revendique comme étant un des proches. Mais, en l'occurrence, Jean-Luc Mélenchon a dit, voilà, si dans un an, il y a les régionales, nous, on fait ça partout. Nous, on tend la main aux écolos et on dit, allez-y, prenez la tête de liste et nous on vous soutient et on fera la même chose. Et il a bon espoir. On verra si les Verts seront dans un futur gouvernement.
mais dans ce sens-là, en tout cas, c'est un laboratoire de la complexité aujourd'hui des rapports de force internes à gauche, où rien n'est simple, l'unité est un combat, et personne ne sait bien exactement où est la barricade et où on se positionne autour de la barricade. Et les lecteurs s'y perdent un peu parfois. Et les lecteurs s'y perdent un peu. Mais là, c'est vrai qu'il y a un message d'une possible clarification contre le Parti socialiste, qui est assez emblématique. Je pose la question à tous les intervenants. Là. Est-ce que quand même, il n'y a pas un événement dans ces 2 tours, on parle de Grenoble, c'est qu'au fond, chaque fois qu'il y a eu, d'une manière claire, puisqu'on parlait de la clarté des enjeux, une alternative à gauche au Parti socialiste, cela a mobilisé les électeurs de gauche, oui ou non? Toi, j'aime pas parler sans avoir trop encore les résultats. Ça, c'est la rigueur Mediapart. On va demander aux chercheurs. Mais non, mais c'est pas les chercheurs. Là, pour l'instant, on est à chaud. Pour l'instant, on est à chaud. Pour une fois, je vais être moins rigoureux que Stéphane. Non, qui prennent des risques. Alors, allez-y. Non, c'est assez troublant dans des villes où il y a un niveau de vote à gauche mesuré notamment par le score de François Hollande au 2e tour assez important, c'est-à-dire au-delà de 60%, ce qui, si j'ai bonne mémoire, était le cas dans une ville comme Grenoble, qu'on retrouve aussi à Dunkerque, à Montpellier, à La Rochelle, j'en passe et quelques-uns. Il y a effectivement eu une défiance du candidat socialiste sortant qui s'est fait au profit d'un dissident issu de l'équipe municipale, la plupart du temps, ou éventuellement, comme à Grenoble, effectivement, une alliance du parti de gauche avec les écologistes. Donc, je pense que ça a effectivement, dans les villes de gauche, où le Front National n'était pas en situation effectivement de peser dans le 2e tour, eu un vrai effet positif. Et d'ailleurs, il me semble, là aussi je parle sur le contrôle de Stéphane, je n'ai pas regardé encore le résultat, qu'il y a quelques défaites des communistes, mais globalement, et c'est la différence par rapport à 83, ils résistent mieux là aussi. Donc là on voit aussi effectivement que tous les candidats ou les listes qui n'étaient pas associés directement à la gestion du gouvernement ont mieux tiré leur Oui, je suis assez d'accord. À Saint-Denis, c'est manifestement ce qui s'est produit. On n'a pas encore les résultats, mais il y a de grandes chances pour que Didier Paillard remporte cette élection. Et il l'a fait. Pardon, Didier Paillard à Saint-Denis, il est quoi? Communiste. Il est communiste, oui. Il est communiste. C'est le maire communiste. Mediapart a publié une enquête sur le fait que le pari de Claude Barthelone, qui est le parrain du département, avec tous les jeunes socialistes, finalement ne marche pas. Non, et pas en passe d'être perdu. Au contraire, Mathieu Hanotin, qui est le candidat du PS, s'attendait à un score beaucoup plus serré que celui qui a été enregistré la semaine dernière. Et il y a beaucoup de chances pour que Didier Paillard conserve Saint-Denis. Et on a clairement, nous, on était avec Jean-Yves au Cosmonaute. Voilà, au Cosmonaute aujourd'hui. Et clairement, le vote en faveur du maire sortant a été utilisé par des citoyens qui voulaient sanctionner, qui sont de gauche, qui voulaient sanctionner le gouvernement. C'est vraiment la cité que vous étudiez beaucoup de près. Oui, voilà. Ça a permis l'expression d'une certaine forme de mécontentement, tout en votant. Ça a sans doute limité l'abstention. Il y a une forte abstention à Saint-Denis, mais qui n'a pas explosé par comparaison à son explosion au niveau national. On est très très haut. Il y avait eu 58% d'abstention, mais il y avait 56 en 2008. Il n'y a eu que 2 points de plus, alors qu'on a pris plus au niveau national. Donc ils ont limité l'abstention et ils ont offert ils ont canalisé une certaine forme de mécontentement de l'électorat de gauche. C'est clair. Est-ce qu'on peut dire de ce point de vue-là que pour Europe Écologie Les Verts, ces municipales sont plutôt réussies d'un point de vue politique? Oui, l'objectif des responsables écolos avant ces municipales, c'était de resserrer un rapport de force avec le PS qui était de 1 à 15, en partant des 2% d'Eva Joly face aux 30% de François Hollande au premier tour, de le resserrer de 1 à 2. On est plus ou moins dans cet étiage-là. Maintenant, à chaque fois que les écologistes ont le sentiment d'avoir un rapport de force favorable face à François Hollande, finalement, François Hollande, derrière, fait traîner la loi de transition énergétique où, on va voir là, va peut-être décider, malgré les oukases lancées par Cécile Duflot, de nommer Manuel Valls à Matignon. Donc, quelque part, ce rapport de force-là peut les inscrire positivement dans une relation plus exigeante avec le PS, mais peut aussi d'un coup les faire basculer
basculer dans une opposition plus frontale à gauche. Je voulais juste, moi, revenir avec Frédéric, parce que Frédéric a écrit avec Rémi Lefebvre. Mais alors, attends Stéphane, parce qu'il faut que je te pose la question, ça je vais oublier. Même question pour le Front de gauche. Est-ce qu'on peut tirer un bilan, puisqu'on a quand même entendu toute la semaine Jean-Luc Mélenchon dire que les médias se gargarisaient des scores du Front National et en faisaient trop, et passer sous silence les bons résultats ou souvent la bonne résistance de ces candidats. Qu'en est-il ? C'est quand même, oui, il y a une vraie résistance de la part des écologistes et de la gauche du PS par rapport à la désaffection citoyenne. En gros, eux, ils retrouvent à peu près leur électorat de 2012, voire des années d'avant. Eux, il n'y a pas trop de désaffection par rapport à l'électorat socialiste qui a totalement disparu, quoi. Enfin, là, encore une fois, sans faire mon Uber, je viens de voir d'autres villes, Narbonne qui tombe à droite, Roanne, Limoges, Tourcoing, Roubaix, Béthune, Nevers, toutes ces villes-là passent à droite, quoi. Et là-dessus, effectivement, les écolos et le Front de gauche peuvent espérer d'un PS bas une possible mise en concurrence et vraiment contester le leadership sérieusement. Encore faut-il qu'ils s'entendent jusque-là. Excuse-moi Fred, mais je voulais quand même profiter d'avoir Frédéric à côté, qui a écrit un bouquin vraiment... et après, qui a écrit un bouquin qui a fait date sur la société des socialistes aux éditions du Croquant en 2006, si je ne m'abuse, avec Rémi Lefebvre, et justement démontrant un petit peu le nouvel idéal type socialiste qui était plutôt un militant employés municipaux, cadre territorial, enfin on était loin de l'enseignant de la fin des années 70, justement avec de telles pertes dans autant de municipalités. C'est tout un réseau d'élus, de collaborateurs qui va s'effondrer ce soir-là. Est-ce qu'à terme, on peut imaginer que ça puisse bouleverser aussi le parti dans son appareil ? Vous en aviez parlé un petit peu tout à l'heure, à la première table. Je rappellerai juste, pour que nous... Je ne sais pas comment on dit d'ailleurs, nos téléspectateurs, nos citoyens qui assistent à nos échanges, et quelques repères en tête qu'avant donc le premier tour, le Parti socialiste contrôlait les 2/3 des communes de plus de 100 000 habitants, les 2/3, 25 pour le PS, 12 pour la droite, 42% des 50 villes françaises les plus peuplées, hein, donc 40% à lui tout seul, ce qui est effectivement énorme. Il présidait surtout les 3/4 des communautés urbaines. Plus de la moitié des communautés d'agglomération, 21 sur 38. Bon. Donc, derrière le contrôle des villes, il y a aussi aujourd'hui le contrôle des intercommunalités. Hein, et donc, ce qui est quand même une des transformations massives de cette espèce de vague de décentralisation qui a commencé dans la fin des années 90, moins spectaculaire, ça a été quand même le transfert de pouvoir des villes vers les intercommunalités. C'est beaucoup d'argent, beaucoup d'emplois. Alors les prérogatives sont aujourd'hui pour l'essentiel concentrées dans ces intercommunalités. C'est là que effectivement sont les capacités d'investissement les plus importantes, qu'on a déconcentré un certain nombre d'emplois municipaux, sans d'ailleurs pour autant faire diminuer le nombre d'emplois total des mairies. Hein, de ce point de vue-là, il y a un phénomène assez intéressant à signaler. Donc, quand on va perdre un certain nombre de villes, on va perdre aussi les présidences d'intercommunalités. Alors, ces intercommunalités, la plupart du temps, elles fonctionnent de façon assez consensuelle. Donc, on se partage, en quelque sorte, un peu sur une logique de guichet pour sa commune. Mais enfin, ça a quand même des conséquences très importantes sur les capacités, effectivement, d'impulser des politiques en matière de logement, en matière d'équipement, etc., qui sont non négligeables. Donc, ça, c'est quand même quelque chose qui est très, très important. C'est le 3e tour de l'élection municipale, c'est la perte de Bordeaux, de Lille et d'un certain nombre d'autres. Là, et ça veut dire aussi pour la droite une capacité à préparer l'avenir qui n'est pas négligeable en termes d'impact sur la population. Alors, sur le parti lui-même, par exemple, une chose qui est très intéressante, je cite une autre donnée, 1/4 des recettes du Parti socialiste, les recettes financières, hein, bien sûr, en plus non pas les recettes électorales. De l'argent public donné au parti. Alors, c'est à 1/4 proviennent des cotisations des élus. Hein. 1/4 cotisations d'élus, 36% c'est le financement public sur la base des résultats électoraux, et les cotisations des adhérents ne représentent, elles, que 16%. Bon. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'ailleurs que par rapport à l'UMP... C'est 25% les élus, 16% les adhérents. Voilà, et à l'UMP, les élus, c'est 3% du budget en 2012. 3%. C'est intéressant de voir effectivement que les élus sont relativement faiblement mis à contribution à l'UMP, ce qui peut expliquer tout un certain nombre de choses. Bon.
Donc, alors évidemment, ça ne fait pas disparaître d'un seul coup cette masse, mais ça veut dire que vous allez avoir une baisse des recettes qui n'est pas négligeable. Vous allez avoir, parce que ça a été attesté, hein, quand on perd les villes, on perd aussi des adhérents. Il y a des adhérents alimentaires, comme on dit, qui sont quand même assez nombreux, effectivement, dans les sections du Parti socialiste. Il y a aussi des adhérents qui sont là dans l'espoir de pouvoir profiter, évidemment, de la participation au pouvoir. Il y a les conseillers municipaux nombreux, les conseillers de quartier, etc. Tous ces gens-là risquent effectivement de se détacher du Parti socialiste, parce que 6 ans avant la prochaine élection municipale, c'est assez long et les perspectives ne sont pas très très bonnes. Donc, ça veut dire quand même que cet appareil qui avait permis une chose tout à fait extraordinaire, c'est l'organisation de primaires dans la plupart des communes de France, parce que les primaires, ce n'est pas les employés municipaux qui faisaient ça sur leurs heures du travail, c'était du bénévolat. Donc ça veut dire effectivement que cette logistique a pu rendre ça, va poser plein de problèmes comme ça, très pratiques dans un premier temps. Alors ensuite, effectivement, en termes de capacité mobilisatrice, alors une défaite, ça peut avoir aussi des bons côtés. C'est-à-dire que là on est un certain nombre d'élus installés depuis, je vous dis, la moyenne d'âge des maires socialistes avant cette élection des villes de plus de 10 000, c'est 59,8 ans. Quoi. Bon. La perspective d'un renouvellement générationnel peut aussi avoir un effet dynamique. La vie associative peut peut-être un peu se libérer justement du carcan, du contrôle des subventions municipales. Donc, alors ça prend du temps. Hein. On a vu par exemple que le renouveau du PS par rapport au PC dans les années 70 a beaucoup justement puisé dans ce vivier associatif détaché justement des pouvoirs municipaux, assez contestataires. Donc bon, les choses sont assez ouvertes aujourd'hui de ce point de vue-là. Donc on ne peut pas faire des projections, mais il est sûr, dans tous les cas, qu'un des piliers forts aujourd'hui est ébranlé. Et à mon avis, ce n'est que le début. Parce que la prochaine étape, les européennes, franchement, les élus socialistes, ils n'y sont pas très impliqués, hein, pour dire les choses pudiquement. En revanche, les élections régionales et les élections cantonales, en plus, compte tenu du mode de scrutin... qui sont l'année prochaine. Alors là, si en plus, parce que là, on perd les régions, gros levier aussi en termes de contrôle d'emploi, d'investissement, et les départements, et ils sont nombreux. Alors là, pour le coup, le Parti socialiste va aborder les élections présidentielles de 2007 dans le pire état qui soit du point de vue de sa capacité mobilisatrice. Alors, donc la vitrine et la manne, là, en prennent un certain coup. Edoui, question à nouveau Hubert, à Sylvain Crépon, parce que les européennes, en revanche, pour le Front National, comme on sait bien que les européennes, leur mode de scrutin donne une visibilité, y compris à des votes, je dirais, militants, à des votes d'engagement et de conviction. Comment vous voyez le rebond et la suite d'un parti socialiste qui a pris 3 coups de matraque, fait dans 2 mois, empêtré au pouvoir avec la pesanteur de l'austérité et du pacte de stabilité? Le Front National peut se retrouver en tête? Oui, c'est une hypothèse plausible. Au moins, à mon avis, il sera sans doute derrière l'UMP malgré tout. Mais en tout cas, symboliquement, pour lui, dès lors qu'il sera devant le PS, ce sera une victoire, quoi qu'il en soit. Ou même s'il arrive à faire jeu égal avec le PS, ce sera symboliquement une victoire. Alors, ça n'en fera pas le premier parti de France, même s'il est devant le PS et l'UMP en termes structurels, en termes de nombre d'élus, en termes de capacité de prise sur les leviers du pouvoir. Mais en tout cas, ce sera indéniablement une dynamique et une victoire tout à fait symbolique pour lui. Ça, c'est évident. Est-ce que la défaite de Gilbert Collard à Saint-Gilles dans le Gard, c'est juste une péripétie électorale ou ça peut quand même être un peu embêtant comme ça, quelqu'un qui est député, un des 2 seuls députés du Front National qui est allé échouer dans une élection qui, elle, pour le coup, semblait gagner après le premier tour, ou en tout cas bien partie? Alors, bon, moi, j'ai pas enquêté à Saint-Gilles pour savoir ce qu'il en est concrètement, mais c'est vrai que Gilbert Collard, c'est un peu comme Florian Philippot. Localement, il est un peu perçu comme une comète, quelqu'un qui est passé rapidement, bon, même s'il a des attaches dans la région, mais enfin, malgré tout, un peu parachuté. Les gens ne le connaissent pas véritablement, donc c'est peut-être aussi les limites de cette stratégie du Front National. Ça marche quand on est un peu sur la ligne Steve Briouat, on fait vraiment un ancrage local. Bon, s'il se confirme que Fabien Engelmann a gagné également à Hayange, c'est cette stratégie qui peut contrecarrer finalement ce désenchantement dont parlait Céline Braconnier tout à l'heure. Maintenant, lorsqu'on applique les recettes des autres partis avec du parachutage et une certaine forme finalement
de distance avec les électeurs, peut-être que ça marche pas. Mais là, vraiment, c'est vraiment des hypothèses très vagues parce que je ne connais pas bien la situation locale. Il y a quand même un élément, c'est que Saint-Gilles a déjà connu une municipalité Front National, un maire Front National. Ultime question, puisqu'on tournait autour des européennes, du prochaine échéance, disait UMP, Front National, mais est-ce qu'il est envisageable, dans cette situation, qu'on se retrouve aussi avec un parti socialiste qui soit 4e ? Ça va être le pari que va se donner Jean-Luc Mélenchon. Est-ce qu'il peut y avoir, ou les écologistes, est-ce qu'il peut y avoir une alliance pour les européennes qui mettent le Parti socialiste en 4e? Alors une alliance écologiste front de gauche... C'est impossible, en termes de programme. En termes, oui. Là, autant ça peut être possible sur certains points au municipal, voire même sur des programmes nationaux. Sur les européennes, c'est vraiment là où ils pensent absolument différemment. Les uns sont souverainistes de gauche, les autres sont fédéralistes libéraux de gauche, libéraux de gauche. Donc là, l'appréhension de l'Europe n'est pas la même et fait que ça rend impossible toute alliance. En revanche, oui, on peut se dire que l'un ou l'autre, en fonction de leur dynamique, rappelez-vous, juste les dernières européennes, il s'en est fallu de 0,5 points pour que les écolos passent devant le PS, qui était déjà à l'époque pas du tout bien en point, qui sortait de son congrès de Reims, qui avait laissé beaucoup de traces dans l'opinion, et ça s'en était fallu. Ça a été le moment où ils se sont lancés. Donc il est envisageable, après on va voir quelle peut être la réaction du pouvoir face à ce désaveu, cette déroute, cette rouste. Mais là, en l'état, oui, en tout cas, le PS est plus proche de son record, de son pire record historique, qui était Michel Rocard en 1994, qui avait fait, si je ne m'abuse, 13,80. Avec Bernard Tapie devant lui. Avec Bernard Tapie juste devant. Donc on est plus proche de cette situation-là qu'effectivement qu'un PS qui se battrait ne serait-ce que pour finir deuxième. Il n'avait pas 14. Il était juste en dessous de 14. Ah oui, donc là, effectivement, c'était vraiment une rose. Merci beaucoup à tous les quatre. Et Edoui, on va commencer, après avoir donné la parole à Hubert Huertas pour de nouveaux résultats, la seconde grande partie de cette soirée, c'est-à-dire le paysage après le désastre, la catastrophe quand même un peu... C'était du Victor Hugo, hein. Voilà. Cette déroute, cette défaite, cette rouste, c'était... Ah oui, il n'y a pas qu'avec Madame Taubira que vous faites de la poésie, avec Stéphane. Nous sommes le seul journal où la poésie a sa rubrique en permanence, parce que la politique a besoin de poétique. L'horizon pour remobiliser les électeurs. Eh bien, ça sera le chantier de la démocratie. Ça sera ça, la seconde grande partie de cette soirée. Mais d'abord, quelques résultats avec Hubert. Bien, le monument aux disparus socialistes des municipales 2014 s'allonge, bascule de gauche à droite. Du Parti socialiste le plus souvent à droite, Angoulême, Laval, Tourcoing, Ajaccio, Bourges, Valence, Limoges, Tours, Béthune, Nevers, Chambéry, Caen, Bar-le-Duc, Belfort, Angers, Amiens, Reims, Saint-Étienne, Quimper, Roubaix, Anglet, Toulouse où Jean-Luc Moudingue donc va devenir maire, et Pierre Cohen a perdu son siège. Pierre Cohen, Parti socialiste. À Grenoble, le PS perd la ville, le PS en tant que tel, au profit d'une alliance Europe Écologie, parti de gauche. Le Parti socialiste remporte Avignon, ce sera sa consolation. Il conserve également Lille, ça ce n'est pas une surprise. Martine Aubry a confirmé qu'elle avait gagné, elle l'a annoncé. Le Parti socialiste va aussi conserver Paris. Anne Hidalgo a annoncé sa victoire il y a quelques minutes. Le PS conserve également Strasbourg. À Marseille, en revanche, où on avait parlé avant les municipales d'une possibilité de renverser la ville, là la défaite est très sévère, puisque Jean-Claude Gaudin atteint 42%, le Front National est à 27%, juste un petit peu derrière Patrick Mennucci. Alors le Front National, qui est le grand gagnant ce soir, le grand gagnant, pas en nombre de villes, puisque en nombre de villes, c'est clairement l'UMP, c'est clairement la droite, mais le Front National remporte Béziers, Fréjus, Beaucaire, Villers-Cotterêts, Le Luc dans le Var. En revanche, il échoue à emporter Forbach et il échoue également à Perpignan. Marine Le Pen parle de 10 villes remportées au total et elle dit que 1200 conseillers vont rentrer dans les différentes villes de France. Alors, conclusion à 22h, l'UMP va forcément pavoiser, mais cette victoire arithmétique est d'abord expliquée par la défaite du PS plutôt que par sa progression. On l'a nettement vu au premier tour. Celui qui a gagné, c'est celui qui a le moins perdu. C'est devenu une habitude
en France. Et cette victoire de celui qui perd le moins n'est peut-être pas pour rien dans la désaffection et dans le scepticisme des Français qui conduit peut-être à cette abstention. C'est en tout cas peut-être l'un des facteurs. La défaite du PS ce soir, elle s'explique le plus souvent par une incapacité à rassembler sur sa gauche. Il n'est pas interdit de penser que le PS a perdu sur sa droite au premier tour et qu'il a perdu sur sa gauche au second. Il y a en tout cas là un vaste sujet de réflexion et d'examen de conscience pour le Parti socialiste et pour le président de la République, qui est très clairement l'homme qui a perdu ce soir et qui est responsable de cette déroute socialiste. On peut parler de déroute. Donc le FN gagne parce qu'il a acquis une caractéristique, et ce sera mon dernier commentaire au vu de ces résultats et de l'analyse de ces résultats, c'est qu'il est capable désormais d'élargir son électorat entre deux tours. Et ça, c'est nouveau. Souvenez-vous de Jean-Marie Le Pen qui se qualifiait pour le second tour des présidentielles. Eh bien, il a fait 17 et puis il est passé à 17,5 ce soir. En 2014, la plupart des candidats qui avaient une chance de l'emporter sont passés de leur score initial à plus 10, voire plus 15 points. Ça, c'est parfaitement nouveau et ça explique à coup sûr les bons résultats du Front National ce soir et sur le premier tour. Donc sur les deux tours de ces municipales 2014 et sur son implantation sur le terrain dans les villes de France. Edoui Plenel, une question non, à Hubert dans Hubert, son dos. c'est juste une demande pour le prochain point. Parce que comme on dit toujours le Front National, il faudrait nous faire aussi une synthèse sur, comme on a l'exemple de Grenoble, sur ce qu'il en est au niveau Parti communiste, Parti de gauche, c'est-à-dire cette autre force politique qui n'est pas défaite, si j'ai bien compris, ce soir. Alors il faudra disposer des résultats. Les résultats de Grenoble, on les a, et donc il est très clair que c'est une force Europe Écologie plus une force du parti de gauche plutôt, puisqu'une partie du Parti communiste était associée au candidat socialiste. Donc là, c'est très clair, on peut faire ce commentaire, sinon il faudra analyser quand les résultats tomberont, ce sera les résultats notamment de la région parisienne. Les maires parti de gauche, parce qu'ils existent aussi. Je disais ça pour nos lecteurs. Est-ce qu'on a les résultats de Montreuil, Hubert? Pas encore? Je n'ai pas encore les résultats de Montreuil. Donc ça, je les guette, hein, et j'espère pouvoir faire cette analyse qui va demander probablement d'être extrêmement affinée. Mais il y a un certain nombre de villes, notamment dans la région parisienne, mais pas seulement, qui pourraient permettre là de faire ressortir ce phénomène, si ce phénomène doit ressortir. Dès que je suis au clair avec cela, je vous promets d'analyser ces résultats. Mais j'espère que je pourrai l'être avant la fin de notre soirée. Je disais ça parce que nos lecteurs, comme beaucoup de citoyens, sont parfois très exaspérés sur cette façon de ramener tout à la montée du Front National et de ne pas donner, y compris la complexité sur d'autres forces politiques. Mais ça existe. Tu nous diras tout à l'heure. Ça existe forcément, mais de façon assez fine. Le premier tour l'avait indiqué dans une certaine mesure, mais dans une certaine mesure seulement. Donc, attendons ces résultats. Il semble quand même qu'au vu de ce qui s'est passé à Grenoble, il se soit passé quelque chose qui aille dans le sens de ce que vous dites. Merci beaucoup Hubert. On vous retrouve dans une vingtaine de minutes. Il sera 22h. Nouvelle table ronde sur le chantier de la démocratie. C'est-à-dire qu'on a un peu quand même l'impression de se retrouver devant